Une des premières choses que vous recevez quand vous arrivez chez Alan, c'est voilà les accès aux outils, voilà notamment les Slack et autres messageries dites instantanées, et voilà comment on vous demande de les utiliser chez nous. Si vous restez seul dans votre coin, tout va vous sembler important, tout va vous sembler urgent, vous avez l'impression que tout dépend de vous, et c'est uniquement en tapant la balle avec quelqu'un que là on va se dire non, en fait, effectivement, là je peux prendre tel raccourci, là c'est ok. En fait, suivez votre instinct, avancez, de toute façon si on se plante, on défera. Et parmi une des fonctions du manager, pour moi, il y a de ça aussi. C'est-à-dire, j'ai à la fois donné un cap, mais j'ai aussi détendu l'atmosphère, baissé le niveau de pression sur l'importance de prendre une décision. Il faut la prendre, mais en revanche, je ne pensais pas que le monde va s'écrouler si elle est mal prise, et donc on avance. L'urgence, c'est la personne ou le téléphone. Exactement. L'urgence, c'est la tape sur l'épaule. Le reste, c'est 12 à 24 heures. Imagine, on a quelqu'un qui nous écoute, qui est DRH et qui dit « Waouh, faut que je le fasse ». Pour autant, j'ai pas la maturité dans le domaine qu'a Alan. Quel serait le conseil ? Tu lui dirais, tiens, le premier truc par lequel il faudrait commencer, ce serait quoi ? La règle commune. C'est je vais t'en donner deux. La règle commune, c'est-à-dire, en anglais, avec nos clients, on parle de SLA. C'est cette durée auquel on s'engage pour dire vous allez avoir une réponse de votre service client sous tel délai, vous allez être remboursé sous. Mais c'est pareil en fait. C'est quoi notre SLA commun ? Quand j'envoie un mail, je m'attends à une réponse sous combien de temps ? Bienvenue dans 13e mois, le podcast de la Manufacture RH. Je suis Flaubert, ancien DRH et aujourd'hui entrepreneur RH. Chaque épisode vous plonge dans les coulisses du travail d'aujourd'hui. On y explore les vraies questions RH. On amène un regard neuf pour bousculer les habitudes et faire émerger une nouvelle culture managériale. Vous êtes DRH, manager, salarié engagé ou tout simplement curieux, 13e mois est fait pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche, offrez-vous un 13e mois pour penser le travail autrement. Bonjour Paul. C'est parti. Bonjour Flaubert. Tu fais partie de ces DRH qui font bouger les lignes, Paul, de celles et ceux qu'on souhaite inviter dans beaucoup de podcasts RH pour inspirer, pour bousculer et puis pour proposer autre chose également. Alors forcément, je suis ravi et même un peu fier que tu aies accepté de venir dans 13e mois parce que ta parole est assez rare. Mais au fond, pourquoi cet engouement ? Pourquoi cette sauve-plane mania ? Peut-être parce que tu es une comète dans la sphère des ressources humaines, Paul, un profil qu'on ne croise pas tous les jours, un regard qu'on n'entend pas assez souvent. Alors tu vas nous raconter ton parcours, bien sûr, mais si je vous dis, chères auditrices et chers auditeurs, que Paul a déjà 2 voire 3 vies professionnelles derrière lui à seulement 38 ans, qu'il a été inspecteur des finances, rien que ça, avant de devenir DRH, et qu'il est diplômé de Polytechnique, la vraie, pas Polytechnique of London comme Serge dans La Vérité si je mens. Aujourd'hui, Paul, toi qui te rêvais cuisinier, te voilà DRH d'Alan depuis déjà quelques années. Alan, c'est l'acteur qui a complètement cassé les codes du marché de la mutuelle. Alors forcément, quand on a ce genre de trajectoire, on n'a pas tout à fait la même vision du métier. On prend les RH à rebrousse-poil, on parle de ralentir dans un mode qui, au contraire, va plus vite, de focus, de profondeur, de responsabilité partagée et également de transparence. Et c'est à ces sujets passionnants et un peu décalés que nous allons consacrer cet épisode. Mais avant de parler de tout ça, qui es-tu, Paul Sauveplane ? Tu l'as bien décrit déjà. En tout cas, tu m'as fait un très joli portrait. Donc, je l'ai dit, j'ai 38 ans, je suis DRH de la société Alan depuis bientôt 10 ans. J'étais là au tout début de l'aventure, on était 6 et on a bien grandi depuis, on est 700. J'ai un parcours un peu atypique, comme tu le disais, mais j'ai un profil plutôt scientifique à la base. Et j'ai grandi avec Alan et découvert ce métier de RH au quotidien avec cette société. Et je suis en parallèle de ça, père de 3 enfants. Donc voilà, ça me donne de qui je suis, le pro et le perso. J'aime bien ta pudeur, mais moi je vais aller creuser ton parcours. C'est moi qui vais me faire cuisiner maintenant. Parce que, exactement, parce que c'est vrai que tu as un parcours atypique, un parcours entre guillemets d'excellence, assez rare dans les ressources humaines. Donc tu as fait Polytechnique, tu as fait Sciences Po aussi, si j'ai bien lu. Donc je veux bien que tu nous racontes un peu déjà ce qui t'a amené à faire tout ça, et ensuite comment tu es arrivé sur la partie RH. Claire. Donc effectivement, alors, si tu repars vraiment jusqu'au bout, je suis formation effectivement scientifique. Je sors de l'école polytechnique, je rentre dans ce qu'on appelle à l'époque les grands corps de l'État, c'est-à-dire la haute fonction publique, avec comme, je pense, envie, en tout cas driver personnel le plus fort, qui était combien de personnes est-ce que je vais toucher par mes actions. Et donc c'est ça qui me donne envie de la chose publique. Exactement. Mais sur le
non pas particulièrement dans un domaine, mais sur vraiment le fait de me dire, OK, les décisions qu'on va prendre, elles vont affecter 70 millions de personnes. Donc là, le domaine public, évidemment, c'est idéal. Et vraiment un terrain de jeu exceptionnel pour ça. Je commence ma carrière dans la supervision financière. On est à l'époque, au moment de la faillite de Lehman Brothers, on commence en 2009, et j'ai traversé jusqu'à la fin de la crise de la dette grecque, donc là ça nous emmène en 2013-2014, et je suis à cette époque-là en charge de la supervision du marché financier, en tout cas du secteur de l'assurance, et notamment du grand acteur qui est AXA. Avec le côté, attention, ce qui se passe là-bas par rapport à ce qui se passe chez nous, oui, un peu la résonance que ça peut avoir en France, c'est ça ? Avec pour le coup un métier qui est un métier, on va dire, d'auditeur pour le compte de la puissance publique, pour dire est-ce que ces acteurs-là vont faire faillite ou pas, est-ce qu'ils sont bien gouvernés, et est-ce que ce qu'on vend est correct, est-ce que c'est suffisamment solide et utile pour le consommateur. Donc des audits sur des enjeux qui sont quand même assez importants, voire colossaux. Là, les enjeux, t'es un peu à la confluence de moi ce que j'aime, qui à la fois il y a des enjeux forts, un impact sur le secteur public et en même temps une forme de complexité même technique, qu'elle soit financière ou juridique. Et c'est ça qui caractérise, je pense, un petit peu l'ensemble de mon parcours, parce que l'étape d'après, effectivement, je bouge à l'inspection générale des finances, qui est, on va dire, le cabinet de conseil en stratégie pour le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances. Donc, alors tiens, raconte-nous, quand tu dis le conseil en stratégie, ça veut dire, tiens, on décide de lancer tel projet, telle loi, telle réforme, et donc là, on se retourne, vous pouvez peser, mesurer les impacts, est-ce que ça a de l'intérêt, pas d'intérêt, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire qu'en général, sur des sujets qui sont soit politiquement sensibles, soit techniquement pas évidents, on vient de chercher en disant, vous avez 2 mois, 3 mois pour rencontrer un maximum d'acteurs, aller comprendre ce qui se passe à l'étranger, aller essayer de créer du consensus et à nous apporter les bonnes idées, soit pour avoir une meilleure dépense publique dans un secteur. J'ai travaillé sur la politique agricole française, la politique industrielle, la lutte contre les logements vacants, la négociation à l'époque, il y avait un traité commercial entre l'Europe et les US. Et donc, quelle doit être la position de la France vis-à-vis de telle partie de ce traité-là. Donc ça, c'est des sujets où tu as besoin de rencontrer beaucoup de personnes. Et c'est une position qui est à la fois une position très généraliste, tu dois être capable de sauter d'un sujet à l'autre, d'aller très en profondeur, et en même temps, un espèce de luxe d'autonomie et de capacité à rencontrer des interlocuteurs très très différents. Et c'est ça qui me plaisait, c'est la stimulation intellectuelle, cette autonomie-là. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui a fait le pont avec Alan, puisque je me retrouve à l'inspection des finances, avec très satisfait sur la qualité de mes interlocuteurs, sur ce que je fais, la chance d'avoir des collègues qui sont brillants, qui me tirent vers le haut. Et en même temps, une espèce de frustration. On est en 2016, on est en fin de mandat électoral en plus, de se dire, en termes de rythme, de ce que je cherchais comme impact, je ne le vois pas en fait. Je manque de concret, je suis en train de donner des conseils alors que moi-même, j'ai peu fait. Je pense que c'est un classique chez tous les gens qui ont traversé le conseil en stratégie, etc. J'ai beaucoup de connaissances qui ont fait ces parcours-là et qui ont envie de faire, de construire avec eux-mêmes. Et j'ai la chance de rencontrer notre PDG qui s'appelle Jean-Charles Samuelian à l'époque, enfin qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Je le rencontre en 2016, au début pour l'aider à réfléchir à ce que veut dire de créer une société d'assurance. Ça vaut peut-être le coup que je raconte ce qu'est Alan pour qu'on puisse comprendre dis-nous ce qu'est Alan. Pour comprendre le lien avec les deux. Alan, c'est un acteur qu'on a créé donc en 2016 avec cet objectif de se dire comment est-ce qu'on apporte notre savoir-faire technologique produit au service d'une santé qui soit davantage individualisée, avec davantage de prévention. Donc comment je vais chercher chaque personne pour construire des habitudes saines, pour l'emmener, l'aider à naviguer le système de santé en amont, mais aussi après une maladie. Et le levier, le cheval de Troie qu'on a utilisé pour faire ça, c'est l'assurance complémentaire santé. C'est de se dire, tout le monde a besoin d'une mutuelle, et c'est l'acteur qu'on va utiliser pour pouvoir créer le lien au quotidien avec les assurés, avec les professionnels de santé, et accompagner avec tout notre savoir-faire technologique chacun de nos assurés. Aujourd'hui, on accompagne bientôt 900 000 assurés en France, en Europe, et depuis 6 mois au Canada également. C'est un groupe qui fait 700 personnes. Donc c'est une entreprise qui a bien grandi et qui continue à le faire assez rapidement avec un savoir-faire particulier sur la partie usage de la technologie, de l'intelligence artificielle au service de l'accès aux soins. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'époque, vous êtes arrivé dans un marché qui était structuré, cloisonné, voire même très fermé,
Et vous êtes arrivé un peu là au milieu. Alors je sais qu'il a fallu obtenir des agréments. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, mais c'est vrai que c'était complètement, alors c'est un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, disruptif, mais vous avez quand même changé un peu le modèle ou tout ce qui se passait dans cette activité-là qui est la mutuelle et qui est très réglementée. Je pense qu'on parlera probablement de culture, forcément. Quand on me parle, j'aime parler de culture. Et c'est vrai que l'historique d'Alan a beaucoup influencé comment on s'est construit en tant qu'entreprise et quelle boussole on donne à tous nos salariés aujourd'hui. Et l'histoire d'Alan, c'est l'histoire d'un acteur qui se crée à un moment un petit peu particulier. Nous, l'essentiel de nos clients sont des entreprises qui prennent ce qu'on appelle des contrats collectifs pour l'ensemble de leurs salariés. Et à l'époque, on est en 2015... quand tu travaillais en tant que fleuriste, tu devais aller chez un acteur donné. Un fleuriste allait chez AG2R, les boulangers devaient aller chez Malakoff, etc. Et puis, le contexte réglementaire change, le Conseil constitutionnel change les règles du jeu en disant, en fait, maintenant, les entreprises sont libres de choisir l'acteur qu'elles souhaitent avoir. Et donc, nous, on arrive dans ce paysage assez mouvant, où à la fois, par le jeu du monopole, les acteurs en place n'avaient jamais eu à se poser la question de comment est-ce que leur assuré ou leur clients étaient traités, puisque de toute façon, ils étaient obligatoires. Et d'autre part, de faire face à des gens qui sont des mastodontes, en fait. Et créer là-dedans un acteur, quand on est encore 6 salariés autour de la table avec les deux cofondateurs, était quelque chose d'assez unique. Et puis l'assurance, c'est un marché particulier où tu as besoin de beaucoup de capitaux propres pour faire naître des acteurs. Et quand on lève des fonds en 2015, on n'est pas en 2020. Bien que faire une levée de fonds de 12 millions d'euros, c'était quelque chose d'exceptionnel, en fait, à l'époque. Et donc, on part avec quelque chose qui, je pense, nous a beaucoup vaccinés, qui est ce mélange d'ambition où, face à tout le monde qui te dit « c'est pas possible, vous n'allez pas y arriver », se dire en fait, si on met autour de la table une somme de personnes qui travaillent dans le même sens, intelligemment, découpent les problèmes, on va y arriver. Et on a réussi à obtenir ce premier agrément qui n'avait pas été donné depuis plus de 35 ans à l'époque. Et en même temps, cette espèce d'énorme terrain de jeu pour pouvoir remettre l'utilisateur au centre de notre activité dans un marché qui avait un peu oublié qui étaient les clients finaux, en fait. Si je dis que à l'époque, dans ce domaine-là, plus tu étais gros, plus tu rassurais, sans mauvais jeu de mots, là où aujourd'hui, l'agilité a pris le pas quand même, et beaucoup de vos clients et de gens avec qui je discute disent « moi j'ai envie d'avoir un truc qui est très agile et très souple ». Il y a une combinaison des deux, parce que l'assurance reste un métier, pour employer un terme un peu technique, de mutualisation. Il faut quand même que je moyenne, nous on joue avec les statistiques, et donc il faut qu'on ait une masse critique pour avoir de l'impact sur nos services, sur nos produits. Donc cette entre guillemets, course à la taille, c'est une réalité. Mais là, avec 900 000 personnes, maintenant, on a largement ce qu'il faut en termes de structure. Exactement. Ouais. Mais tu fais pas de l'assurance avec 10 000 clients longtemps. Pour le coup, c'est du pari, c'est pas de l'assurance. Et en revanche, je pense que la grosse différence, elle a été de tout reconstruire soi-même depuis zéro. Et c'est ça qui nous donne l'agilité, c'est d'avoir les leviers en tant qu'assureur et pas juste en tant que site web de comparaison ou courtier, qui était le modèle un peu classique jusque-là, qui s'appuyait sur des gros acteurs, mais vraiment d'être capable d'être très rapide pour proposer de nouveaux produits, tester, changer. Et à nouveau, ça, on parlera de l'ADN et de la manière dont on travaille, mais on a par le fait même d'être très autonome dans tout ce qu'on construit, la possibilité de donner aussi aux salariés ce degré d'autonomie et de flexibilité, parce que je dépends d'assez peu de partenaires externes, en fait. Oui. Ouais. 2 questions encore par rapport à ça. La première, c'est si je fais une sorte de parallèle, mais avec ce qui s'est un peu passé aussi au niveau des tickets resto, peut-être un peu plus compliqué encore, vous, avec la législation, mais il y a eu un peu ça aussi, des acteurs historiques, un peu mastodontes qui existaient, et puis des acteurs qui ont un peu bousculé tout ça. On a un peu... Alors, je pense que là, tu fais un parallèle qui est toujours le même, qui est des secteurs fortement régulés. Ce sont des secteurs qui font peur, ou sur lesquels, en fait, on arrive assez vite à une concentration très forte de quelques gros acteurs. Et il arrive un moment où le gros acteur en place devient une situation un peu de confort, parce que j'ai pu me remettre en question, en fait. Et c'est là où peuvent émerger, comme un Swile chez les tickets resto, par exemple, bien sûr, des acteurs effectivement agiles qui vont utiliser aussi cette agilité-là pour venir remettre en question quelques codes qui en général pour moi sont souvent liés au monopole, en fait. C'est pas pour rien que la concurrence existe. Et je me suis laissé dire, hier je parlais justement avec un DRH
de vous, Ouais. d'Alan, et il m'expliquait, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais votre fondateur n'était pas du tout du domaine, il faisait des sièges, non, c'est pas ça, dans l'aéronautique? Tout à fait, il a fait s'est une première intéressé au siège. domaine. Ouais. Ouais, Il avait fait alors une première société dans les sièges d'avion. Ok. Il a créé le siège d'avion le plus léger du monde, qui vole encore d'ailleurs Ok. sur pas mal de compagnies. Et pour le coup, est rentré dans le sujet en se disant voilà, moi, ce que je sais faire, c'est de l'organisation, du produit. Je suis un ingénieur, je suis aussi un chef d'entreprise. Et donc, je suis capable de mettre autour de la table des personnes qui seront complémentaires, bonnes, avec une même ambition commune et de jouer les chefs d'orchestre. Et c'est ça qu'il a refait avec Alan, finalement, je pense, en étant capable de constituer l'équipe originelle qui a ensuite décollé et nous insuffler à la fois l'autonomie qu'il nous fallait pour pouvoir justement délivrer assez rapidement et en même temps tirer de sa première expérience professionnelle toutes les erreurs qu'il avait pu faire en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'il y a, moi, à titre personnel, au moment où je quitte la fonction publique pour partir chez Alan, on est à un moment, donc en 2015, quand je prends la décision, et j'arrive en 2016, où la French Tech, la Startup Mania n'était pas complètement là, quoi. C'était un mouvement qui était très peu compris. Mmh. Moi, quand j'ai parlé autour de moi, dans la fonction publique, on me disait qu'est-ce que tu vas faire là-bas, quoi. Oui, tu quittes un cadre très normé, très... Et puis même, il faut se rendre compte de la réalité de ces parcours-là en France. C'est une espèce de course honorum, et la position d'après, c'est d'être dans un cabinet ministériel, dans un groupe du CAC 40. Et c'est vrai que je venais une espèce de rupture à ce moment-là, en disant pourquoi avoir fait tout ça pour ça. Oui. Et en même temps, je suis convaincu que c'est ça qui me plaisait. C'était justement de faire ce saut et me confronter à moi-même et pas à cette espèce de suite logique qui venait de j'avais réussi mes études et donc ensuite voilà ce qui arrivait. Et en revanche, pour faire ça, il faut trouver un cadre qui soit suffisamment entre guillemets rassurant pour moi. Et j'avais 2 facteurs qui me plaisaient le plus. Le premier, c'était la mission, ce qu'on allait faire chez Alan. Et là, je retrouvais ce que je cherchais dans le public, qui était aller avoir un impact sur un maximum de personnes. Comment je fais en sorte que des millions de personnes vivent en meilleure santé grâce à ce qu'on fait au quotidien. Et deuxièmement, une culture d'entreprise et un fondateur, enfin il y en a 2 cofondateurs, mais dont un qui avait été primo-entrepreneur et qui avait vécu ce que je voyais autour de moi plutôt dans la tech, qui étaient des cofondateurs sortis d'école, qui, avec un groupe de copains, montent des sociétés qui marchent, et puis qui d'un coup se retrouvent quasiment dépassés par cette croissance fulgurante, avec des gens qui... on n'a pas réfléchi à quoi ressemblerait la société quand elle serait plus grande, des gens qui ne sont pas capables de tenir la distance, entre guillemets, et donc parfois des entreprises qui cassent parce que d'un seul coup vous remplacez tout le management par des consultants de chez McKinsey et puis là, la boîte se met à l'arrêt. Et je sais que Jean-Charles a eu l'intelligence, moi j'ai trouvé, de construire la société à l'envers. C'est-à-dire non seulement de nous réunir dès le début en disant on n'est que 6, mais voilà la grande boussole que je vous donne, comment on prend des décisions chez nous, qu'est-ce qu'on tolère pas, qu'est-ce qu'on cherche comme comportement. Donc ces grands piliers culturels, ils sont gravés dans le marbre depuis le début. Et surtout, de s'accompagner, de s'entourer de personnes qui sont toutes plus expérimentées et plus âgées que lui. J'arrive chez Alan, j'ai 29 ans et je suis le plus jeune de l'équipe. C'est un fonctionnement qui est très antinomique de la caricature que tu peux avoir de la start-up. Notre patron des opérations a 55 ans, notre patron de l'assurance, il en a 42, il dirige la branche assurance vie chez Generali à l'époque. Et ça, ce sont des choses qui, je pense, sont un peu fondamentales dans la manière dont on a construit Alan aussi. C'est-à-dire toujours en partant du point d'arrivée et en construisant étape par étape, en se disant, en fait, si je rembobine le film, à quoi doit ressembler l'Alan que je construis. Quelle leçon au pluriel de management tu viens d'exprimer très concrètement? La première, c'est à un moment donné de dire, ok, moi je sais créer une boîte, je sais gérer, être chef d'orchestre, maintenant je vais m'entourer, et je vais m'entourer de meilleurs que moi. Visiblement, c'est ce que tu dis, j'ai cette maturité, il a cette maturité pour dire, moi je vais prendre des meilleurs que moi dans leur domaine, mon job c'est de les faire travailler ensemble. Et je trouve ça très fort. Ouais. Et ça a été un signe aussi de confiance énorme. Et c'est ça aujourd'hui, un de mes rôles, c'est aussi de maintenir ça comme fil conducteur de la manière dont on recrute, dont on concrètement, dans nos actions au quotidien, on montre aux personnes qui arrivent chez nous qu'elles ont... elles savent où elles arrivent, elles savent comment elles vont avoir de l'impact dès le premier jour, et elles savent qu'on attend d'elles d'être finalement meilleures que les personnes avec qui elles vont travailler. Et toi, là, il y a 10 ans, vous êtes autour de la table, toi, c'est déjà écrit que tu vas prendre les RH.
Oui. Ou alors, c'est pas du tout ça, c'est pas ton plan dans la tête. C'est pas du tout mon plan dans la tête. Okay. Pour le coup, j'arrive, et c'est ce que j'aime le plus chez Alan, je pense, c'est le fait de commencer avec, non pas le titre, mais le rôle. C'est qu'est-ce que je vais faire concrètement. Et le titre, je sais même plus ce que c'était à l'époque. En tout cas, j'arrive avec pour première mission d'obtenir ce fameux agrément, donc cette licence qui fait qu'on nous crée le premier assureur indépendant en 35 ans, et de monter la fonction finance. Donc, les opérations, faire en sorte que on est capable de payer nos factures correctement, qu'on a les bons partenariats financiers, etc. En même temps, je te coupe, mais comme vous êtes 6, si dans les 6, il avait fallu dire qui va être DRH, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Donc, tu es sur autre chose. Okay. Je suis sur autre chose, et pour le coup, on a un fondateur avec qui, là pour le coup, moi j'ai un appétit pour ces sujets-là quand même assez fort, et dès le début, avant même d'avoir eu l'expérience, et je m'intéresse tôt avec notre CEO sur les sujets culturels. Comment est-ce qu'on avance, qu'est-ce qu'on met comme boussole, ce que je disais, mais aussi comment on va commencer à évaluer la performance, comment on place le processus de recrutement. En 2017, là pour le coup, j'ai une casquette qui s'étend un peu avec, j'ose jamais dire RH aujourd'hui, mais on va dire plutôt les processus RH, mise en place des premiers accords collectifs, la gestion de la performance, les recrutements. Et c'est vrai qu'une entreprise qui croît très vite, au début, il y a, je trouve, une vision très très tronquée de la RH comme la machine on dit talent. Voilà. C'est le fameux talent, c'est-à-dire va me chercher les meilleurs et puis c'est tout. Et puis on s'en fiche s'ils s'évaporent, on s'en fiche s'il n'y a pas de perspective, mais on crée des machines à recruter. On crée une très très belle machine à recruter. Je suis convaincu qu'on a une machine qui non seulement fonctionne bien, mais en plus c'est bien rodé avec le temps. Si j'accélère un tout petit peu ma trajectoire personnelle chez Alan, en gros, moi, j'ai un rôle transversal pour faire tourner la boutique sans m'occuper ni du produit ni de la stratégie. Si je reverse mon job et les jobs de mes équipes avec qui je travaille, c'est vraiment d'enlever tous les obstacles, qu'ils soient réglementaires, juridiques, actionnariaux, affaires publiques, pour faire en sorte qu'on puisse délivrer la meilleure expérience possible à nos clients et avancer sur tous les projets qu'on se donne. Tu as quand même un côté secrétariat général. Complètement, exactement. J'ai cette double casquette de secrétaire général et de DRH chez Alan. Et en 2020, on vit un vrai point d'inflexion dans la rapidité d'expansion de la société. On commence à partir à l'international. Donc on découpe mon job en 3 rôles. Moi, je garde le secrétariat général. On fait venir un directeur financier et on fait venir une DRH qui a vraiment, je pense, contribué à poser les bases avec une équipe qu'elle a vraiment renforcée. Et puis au bout de 2 ans, les chemins ont divergé aussi parce que je pense que la culture est tellement forte chez Alan que c'est très difficile d'être DRH sans l'incarner. Et donc le fait de la vivre depuis le tout début est une chance. C'est une vraie facilité pour moi là-dessus. Et donc pour avoir eu ce binôme de 2020-2022, puis depuis 2022 avoir repris complètement cette fonction de DRH, moi j'ai pu m'appuyer cette fois sur des équipes qui étaient meilleures que moi sur la technique RH et leur apporter non seulement cette connaissance transversale que j'avais à Alan, mais aussi la culture, et découvrir ce métier-là, l'apprendre, et c'est là où j'ai eu l'occasion, c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Moi, j'ai besoin de me nourrir de rencontres à l'extérieur, avec des DRH qui ont su ce qu'était qu'une entreprise de 1500 personnes, de 2000, pour m'aider à anticiper à quoi ça va ressembler, et c'est ça que je fais beaucoup en ce moment, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement, avec grand plaisir. Tiens, juste avant de rentrer dans le sujet du fait de ralentir, etc., ta vision du métier de DRH, comment tu la résumes aujourd'hui ? C'est quoi ce métier ? Alors, elle évolue avec le temps. Quand j'en parle à mes enfants, j'essaie de leur dire que je fais comme l'architecte de la société. Mais même pas du groupe humain qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de fondation, d'être vraiment le garant de la culture. Est-ce qu'on a les bonnes personnes ? Est-ce que l'organisation est stable ? Et est-ce qu'on construit sur quelque chose de solide ? Et en même temps, cette vision prospective de comment est-ce que j'accompagne la croissance des personnes, comment est-ce que j'accompagne le changement dans l'organisation, comment est-ce que je m'assure qu'on tire les plans corrects. Donc moi j'aime bien en tout cas c'est le parallèle que j'ai trouvé pour expliquer mon travail un peu compliqué à des enfants. C'est ce parallèle avec l'architecte, mais non pas avec l'immeuble ou la maison, mais avec l'organisation dans laquelle on travaille. Génial. Allons donc sur le premier sujet. Quand on a échangé, tu m'as dit, moi, il y a un truc là en ce moment qui résonne et que j'essaie de porter, qui est un peu à contre-courant, ce que je disais dans ma petite intro. Aujourd'hui, tout va vite. D'ailleurs, je renvoie le sujet qu'on va traiter là, je le renvoie à un épisode avec Albert Moukébert où on parlait santé mentale. Et à un moment donné, j'adorais son exemple. Il dit, écoute,
Moi, j'ai visité pas mal d'entreprises. J'ai l'habitude d'aller dans les boîtes. Il y a un truc que j'ai jamais noté. Jamais je suis arrivé dans une boîte où on m'a dit « En ce moment, c'est chill. En ce moment, on est un peu plus détendu. On peut travailler le fond. » C'est toujours « Ah ben, en ce moment, c'est dur. En ce moment, là, on prépare ça. Là, on prépare la rentrée. Là, il y a les vacances qui arrivent. Là. » Et toi, ton sujet, c'est de dire là où tout va vite, à un moment donné, il faut être capable de lever le pied et d'avoir... De ramener de l'attention. Oui. Vas-y, tu peux nous expliquer le pourquoi du comment? Je pourrais en parler des heures et il va falloir que je le prenne par le bon bout. D'abord, mon sujet premier, il est sur l'attention. Presque plus que sur le rythme. Parce que on est dans un environnement où les choses bougent vite, où on a besoin de décider vite quand même. Et donc, cette notion de rapidité, je la perds pas. En revanche, c'est sur combien de sujets en parallèle. Et puis, est-ce que je suis capable de me concentrer? J'ai vraiment le sujet de la concentration. Et après, pour revenir sur ce que tu me dis sur c'est chill, c'est pas chill, le rythme de croissance d'Alan fait que c'est très intense. Ça l'est toujours. Et donc, quand je parlais d'architecture, le vaisseau vibre. Et comment je fais en sorte d'apporter des moments quand même où, écoutez, là non seulement on va avoir soit des rituels, soit de la célébration, soit prendre du recul pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et avoir ce recul-là. Donc c'est plutôt une combinaison de donner du recul et donner de l'attention dans une entité où l'entropie fait que tout s'accélère et puis plus les voisins s'agitent, plus vous allez vous agiter vous-même en fait. C'est les molécules dans un petit bocal qu'on chauffe et donc moi j'ai vraiment ce rôle-là, ou en tout cas cette ambition-là, d'apporter de la stabilité par l'attention et par la prise de recul. Tu notes aujourd'hui, là quand j'entends parler de concentration, tu as des enfants, j'ai des enfants, on a une génération qui est... peut-être en défaut de concentration, sursollicité, double écran, il faut que je passe à quelque chose, instantanéité, tout ce que je le veux tout de suite maintenant. Tu notes ça, toi, dans les équipes? C'est quelque chose que... bien sûr. Oui. Alors, je défie quiconque de ne pas le noter. En tout cas, sinon, c'est que vous ouvrez les yeux. Si vous ne le notez pas, ouvrez les yeux. Et d'abord sur nous-mêmes. Il y a aussi un enjeu de prise de recul sur nos propres comportements vis-à-vis de nos désirs. Il y a quelque chose de très pulsionnel là-dedans, d'aller chercher tout de suite de la satisfaction immédiate et de la manière dont on sollicite les collaborateurs et leur laisse du temps ou pas. Alors, si je prends un tout petit peu de recul, parce que tu m'as donné l'occasion de parler de l'histoire d'Alan, et donc je vais faire des parallèles et des ponts avec ça, parce que cette question-là du travail en profondeur, de la prise de recul, elle est aussi très liée à ça. Je te parlais tout à l'heure du besoin qu'on a eu dès le début de nous entourer de personnes plus expérimentées, plus solides que nous. Mais si je reprends l'exemple de mon patron de l'assurance, qui est aujourd'hui notre general manager pour la France, quand on le fait venir, on lui dit « Écoute, tu as un poste magnifique dans une des plus grosses entreprises d'assurance françaises. Est-ce que ça te dit de diviser ton salaire par 4, de venir chez nous et puis d'écrire des contrats d'assurance ?» C'est dur de le faire venir pour ça. Et tu peux le faire venir sur la mission, et la personne ne viendra pas si elle n'a pas déjà cet appétit pour ça. Mais ce qui fait la bascule, à mon avis, dans sa tête, déjà parlé, c'est aussi le sentiment de se rendre compte qu'il a perdu dans certains grands groupes, dans le groupe dans lequel il était, cette capacité à prendre du recul sur les sujets, une espèce de machine à laver permanente de réunions, de meetings, et sur lequel il a juste envie de se reposer, à la fois reposer et se reposer sur comment je décide et comment je reprends les leviers. Et c'est ça qu'on promet. C'est ça qu'on promet à tous les niveaux chez Alan, c'est sur chaque sujet, identifier très clairement qui est responsable de prendre la décision, et c'est pas le CEO, et c'est pas forcément le manager, et comment ensuite je donne simplement le moyen à chacune de ces personnes de décider intelligemment. Et pour pouvoir décider, il faut que je sois en mesure à la fois d'avoir l'information dans tout le contexte, on reparlera de la transparence j'imagine, mais il faut aussi que je sois en mesure de me concentrer pour comprendre comment je vais aborder et réfléchir aux solutions potentielles. Et donc on retrouve déjà dans l'histoire ce besoin pour nous de dire découpons tous les problèmes, identifions qui gère chacune de ces problématiques et assurons-nous chacune des personnes a l'occasion d'avancer en réfléchissant intelligemment à ce problème qui en plus en général sera un problème compliqué. Si je veux faire ça, ça veut dire qu'il faut que je commence à enlever un maximum de bruit,
Des sources de bruit qui peuvent être mes emails, mes notifications, la manière dont j'impose une contrainte organisationnelle sur mes collaborateurs. Ça peut être leur dire, c'est réunion à 10h30 tous les mardis matins parce qu'on va faire un point d'équipe. Et en fait, je viens ajouter du bruit dans la capacité des personnes à se concentrer. Si je te donne un exemple, moi qui m'a marqué assez tôt dès le début, c'est en plus de ça, on est une société avec une surreprésentation d'ingénieurs, de data scientists. Et la réalité, moi, c'est un métier que j'avais un peu codé en école d'ingé, mais quand tu les vois au quotidien, c'est des diesels. Ils n'aiment pas que je dise ça, mais ces gens-là sont des diesels. C'est-à-dire que si vous les laissez travailler 30-35 minutes, il ne va rien sortir, rien du tout. Par contre, au bout de la première heure de concentration, là, ils deviennent exponentiellement plus forts. Et donc, il faut que je sois capable de leur dégager des plages de travail de 3 heures sans problème, pour lesquelles ils ne seront pas interrompus, pour lesquelles je n'attendrai pas de réponse immédiate, et pour lesquelles je peux les laisser se concentrer. Ça veut dire que, qu'est-ce que dans le management, dans les messages, dans la com, qu'est-ce que vous prônez quand tu disais le bruit ? Et je refais le parallèle avec ce que disait Albert. Ce bruit ambiant qu'il y a, lui, il prenait l'exemple, il disait, mais à l'époque, imagine-toi, t'es chez toi le soir, on frappe à la porte et c'est le facteur qui t'amène un truc en disant, tiens, il y a un courrier de ton patron. Exact. C'est le mail que tu reçois. Ouais. Et après, il y a un autre mec qui revient en disant, ah ben tiens, regarde, il y a une blague de ton meilleur pote sur le groupe WhatsApp. Et c'est, voilà. Donc, comment vous faites, vous, par rapport à ce bruit ambiant ? Il y a un moment donné, vous avez dit, on supprime des outils, comment vous gérez tout ça ? J'aime beaucoup le parallèle du facteur qui toque à la porte, je le reprendrai. Vas-y. Oui, on impose des méthodes de communication qui vont aller se reposer sur ce que nous appelle l'asynchrone, c'est-à-dire à l'opposé de l'instantanéité. Donc ça suppose des règles communes dans le délai de réponse. C'est-à-dire que une des premières choses que vous recevez quand vous arrivez chez Alan, c'est voilà les accès aux outils, voilà notamment les Slack et autres messageries dites instantanées, et voilà comment on vous demande de les utiliser chez nous. Donc tu as le mode d'emploi. Exactement. Parce que j'ai besoin de cette grammaire commune, en fait. À la fois sur l'accessibilité de l'information à tout le monde. C'est-à-dire que je ne veux pas un usage de messages directs en tête-à-tête. Non, je veux l'utilisation de messages publics. Et quand un message est posté, on se met d'accord sur une espèce de délai de réponse attendue. Et qui est un délai de 12 heures, qui n'est pas un délai d'une demi-heure. Et si je te vois répondre en instantané, c'est qu'en fait, tu n'arrives pas à te concentrer sur ce sujet-là. C'est pas normal, en fait. Donc, je me mets d'accord sur des délais de réponse sur chacun des sujets. Je mets en place des sortes d'organisations faites pour être protectrices du temps de concentration. J'ai dans chaque équipe des personnes d'astreinte. Je cherche toujours le vocabulaire. Vu qu'on parle en anglais en interne, je vais éviter le jargon qu'on utilise, mais des équipiers d'astreinte qui savent à l'avance, je prends dans mon équipe recrutement, pour chaque jour, on sait qu'il y a une personne qui est d'astreinte. Et cette personne-là, une de ses tâches va être d'être la personne qui va être en face à toutes les questions posées ce jour-là au nom de l'équipe recrutement. J'ai besoin d'aide parce que mon ATS marche pas, j'ai tel candidat, il faut que je bouge la date, comment est-ce que je m'en sors ? Et c'est cette personne-là qui va être en charge de filtrer toutes les questions de façon à ce que tous les autres, cette journée-là, en fait, n'aient pas besoin de répondre à des urgences. Donc les autres sont dépollués de ces sujets urgents. Exactement. Ils peuvent faire le deep work, tout à fait. Voilà. Alors qu'elle est là pour traiter ça, et ça tourne. Et ça tourne, et cette personne-là, à l'avance, elle sait quelle va être la date à laquelle elle va avoir ça dans le mois. Donc elle s'organise aussi en sachant que ce jour-là, et là, tu reçois des scientifiques, on t'en parlait tout à l'heure, il y a aussi un effet de dopamine, qui est vraiment la satisfaction de l'urgence et moi je cherche quelque chose parce que j'ai donné des coups de main. Et donc je saute de feu en feu, qui est non seulement très naturel, je pense qu'il est peut-être encore plus accentué. Alors, je veux dire, chez les jeunes générations, mais en fait, je pense que il y a 15 ans, j'étais pareil. C'est chez un jeune travailleur, tu as envie de faire tes preuves, tu as envie d'aider, et prendre du recul et accepter de dire non, ça je le ferai pas, ça c'est pas prioritaire, c'est un exercice qui est difficile. Et tu as besoin d'être accompagné là-dessus. Et c'est en grandissant professionnellement que tu apprends à le faire davantage. Mais apprendre à combattre ce besoin de dopamine-là et apprendre à tirer de la satisfaction d'un travail bien fait en profondeur, c'est un vrai exercice. Et d'où tous les rituels qu'on met en place. Je t'ai donné l'exemple de rituels de communication, mais on va avoir aussi des rituels plutôt dans la manière de planifier ma semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, je vais expliquer, OK, voilà mes 2-3 objectifs maximum, importants, voilà ce qui a été difficile la semaine précédente, voilà où j'ai besoin d'aide. Et en fait, c'est un moment de recul qu'on impose hebdomadairement à chacune des personnes chez Alan, pour se dire aussi, OK, quelle est en permanence les 2 choses qui comptent cette semaine ? Et donc me donner un peu de
d'appui, de colonne vertébrale pour m'autoriser à refuser certaines autres tâches et puis pour tirer du plaisir et de la satisfaction de me dire je m'étais dit que je ferais ces 2 trucs-là, c'est des trucs que j'ai fait, j'ai bien bossé en fait. Et c'est pas parce que j'ai reçu plein d'autres possibilités d'autres actions à prendre, parce que je pourrais en avoir en continu. En fait, j'ai bien bossé, c'était une bonne semaine. Et ça, c'est un acte que vous faites en début de semaine, en fin de semaine, et vous le faites vis-à-vis... Enfin, c'est quoi? C'est avec le N+1? Vous avez un outil? C'est un acte qu'on fait, alors tu as été terrible, c'est un acte qu'on fait en milieu de semaine, c'est un acte qu'on fait le mardi soir. Les semaines chez Alan vont du mercredi au mardi. Ok. Mais pour quelque chose de purement historique, qui était quand on le faisait du lundi au vendredi, les gens, bizarrement, se déconnectaient tard le vendredi soir. On a dit, écoutez, on préférait que vous preniez vos week-ends tranquillement, donc on va faire les semaines du mercredi au mardi, parce qu'on sait très bien que vous allez pouvoir finir vos trucs avant de poster ce fameux message. Donc, non, mais je trouve truc historique. Truc canon de dire, en effet, on décale, et ça veut dire que le vendredi n'est plus la deadline. Un jour comme les autres. C'est un jour comme les autres. Semaine, exactement. Et je partirai en vacances dans 10 jours le mardi soir. Moi. Et je reviendrai un mercredi. Magnifique. J'adore. C'est une très bonne astuce, que ça te fait une semaine assez courte pour rattraper. C'est ça. Et vous le faites le mardi. Et ça, on le fait le mardi soir, vis-à-vis de tout le monde, et avec pour double objectif. C'est un exercice que je fais d'abord pour moi-même, pour me redire qu'est-ce qui sera du bon travail la semaine prochaine. Donc tu communiques ça à ton équipe? Je le communique publiquement dans un channel qui est dédié, donc qui est accédé à tout le monde, mais uniquement mon équipe va le regarder. Mon manager et mes coéquipiers vont regarder de façon à ce que savoir aussi sur quoi je travaille, où est-ce que j'ai besoin d'aide, comment on s'articule ensemble. Et nous, on repasse le mercredi, à la fois les managers agrègent dans un document, et puis de toute façon, on a aussi maintenant la possibilité d'utiliser des grands modèles de langage pour tout scanner, et réagréger dans une lettre commune qu'on envoie le mercredi soir ou le jeudi matin, tout ce qui s'est passé dans la société cette semaine-là. En fait, il y a une chose assez particulière qu'on n'a pas creusé, mais l'asynchrone, j'ai beaucoup parlé des messages instantanés pour l'attention. Mais en fait, on l'a poussé également à l'écrit pour la prise de décision. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une réunion et tous se mettre autour d'une table, à une problématique donnée, je vais ouvrir une discussion écrite et dire voilà la décision que je dois prendre, voilà le contexte, voilà les solutions que je vois. J'aimerais avoir l'avis d'un tel et d'un tel, qu'est-ce que vous en pensez? Et on pose cette discussion-là à l'écrit pour 3 raisons. Un sujet de traçabilité, un sujet d'asynchronicité, c'est-à-dire le besoin de dire il y a des personnes pour qui sur ce sujet-là il va falloir 10 minutes, ils auront la réponse, d'autres ils auront besoin d'1 heure. Et puis un sujet pour le coup là, qui est plus lié à la croissance, qui est un sujet de garder trace. Et d'être capable de retrouver pourquoi on a pris cette décision-là, redonner de l'historique. Et donc on construit une entreprise où tout est écrit. Ce qui a pour moi beaucoup de vertus, la vertu de la concentration, la vertu de la traçabilité, et puis la vertu de l'apprentissage commun. Puisque chaque semaine, je suis capable de dire voilà quelle décision on a pris. Non seulement je permets aux collaborateurs de se dire ok, voilà les priorités du moment, voilà tel projet à avancer, voilà ce que fait l'équipe finance, est-ce que je peux les solliciter ou pas cette semaine. Je me comprends dans quel cadre un peu plus complet je m'inscris. Mais si j'ai un sujet qui m'intéresse, j'y ai accès. Et je peux aller le creuser. En fait, moi je travaille dans l'équipe RH, mais je m'intéresse au sujet de communication, c'est quelque chose qui me plaît. En fait, je vais regarder régulièrement comment on prend des décisions en marketing, et apprendre en fait comme ça. L'écrit nous permet ça aussi. Ça veut dire que quand on parle du fait de ralentir, de plus se concentrer, à la base on se dit c'est un peu contre-intuitif. C'est presque un acte de résistance managériale par rapport à tout ce qui est en train de se vivre. Mais au final, toi, tu nous dis, mais comme ça, on décide beaucoup mieux en prenant un peu plus de temps, et on associe plus de monde. C'est plus puissant au final. C'est un axe de résilience managériale pour moi, plus que de résistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté d'aller contre les modes. Et à nouveau, j'incite en permanence nos collaborateurs à décider vite. En revanche, à surtout ne pas se noyer dans l'instantanéité, parce que c'est elle qui va vous créer beaucoup de bruit. Et c'est elle qui... Donc aller rechercher le travail en profondeur, la concentration, pour avancer sur les quelques bons sujets. Et certains sujets suffisent largement pour faire avancer les choses. Et je pense que ce qu'on cherche surtout à éviter, c'est tous ces sujets avec faible valeur ajoutée, mais une très grosse consommation d'énergie collective. Et donc... en fait, là, tu as dit résistance managériale, c'est le mot manager qui m'intéresse là-dedans. Parce qu'on a peu parlé jusque-là, mais c'est un exercice qui est très difficile d'aider des managers à apprendre
à déprioriser, à apprendre à ne pas faire. C'est là que la difficulté est. C'est d'aider les personnes à dire, écoutez, en fait, là, vous avez déjà fait un super boulot. Et c'était ça qui comptait. Et c'est nous, une grosse partie de notre travail, et des raisons pour lesquelles c'est une obsession en ce moment chez moi, c'est que je trouve que c'est le plus gros besoin de formation. C'est qu'on n'a pas nous-mêmes résolu complètement ce sujet-là, en dépit de rituels très forts dessus, de vraies plages de travail qui sont complètement dégagées en profondeur. Quand tu m'as proposé de demander des créneaux pour organiser ce podcast et l'enregistrer, j'avais un agenda qui était libre, en grande partie. Et ça, c'est un luxe. Quand je compare à n'importe qui autour de moi, le fait de pouvoir te dire, si tu veux qu'on se voit vendredi après-midi, en fait, je prendrai le créneau au milieu d'après-midi, il n'y a pas de souci. Et non pas, on se voit au mois de septembre, c'est un vrai luxe. Revenons sur les managers, sujet que je trouve très intéressant. Et on est sur ce côté, en effet, instantanéité que eux vivent. On le vit, toi et moi, on est dans un monde... Quand tu arrives justement, quand vous arrivez avec un sujet comme ça, slow down, machin, ok, on va poser les choses, tu sens au début qu'il y a une petite résistance de leur part. C'est pas que je veux revenir sur ce mot résistance, j'ai beaucoup aimé la résilience managériale, mais tu sens qu'au départ c'est, bon, est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ça va plus nous pénaliser? Et après, les choses se font? Je pense que tout le monde adhère à l'idée. J'ai vu personne me dire non, il faut qu'on aille plus vite, encore et plus. En revanche, c'est les moyens, ça c'est certain. C'est qu'on se sent pas... Ça résiste pas, on est assez démunis en fait. On se dit mais il y a quand même besoin de faire tout ça. Okay. Et c'est là où il y a besoin de recul, il y a besoin de collectif. C'est-à-dire qu'il y a que... Si vous restez seul dans votre coin, tout va vous sembler important, tout va vous sembler urgent, vous avez l'impression que tout dépend de vous. Et c'est uniquement en tapant la balle avec quelqu'un que là, on va se dire mais non, en fait, effectivement, là je peux prendre tel raccourci, là c'est OK. Et donc, nous, tout le travail d'accompagnement des managers, il est à la fois de les pousser en permanence à la radicalité, parce que c'est ça leur métier, c'est de les pousser à simplifier, et, pour prendre un deuxième mot en R, je veux dire pousser à la réversibilité. C'est un truc sur lequel j'essaie d'appuyer au maximum, qui est de dire, ayez confiance que toutes les décisions que vous allez prendre ne sont pas irréversibles. C'est rare une décision irréversible. Si vous avez une décision auquel vous faites face, mais qui est irréversible, c'est-à-dire qu'elle va avoir un impact tellement important sur l'expérience utilisateur, sur le produit, sur le juridique, que là, on ne pourra pas la défaire et revenir en arrière. Là, appelez-moi. Là, c'est mon job, en fait, d'intervenir. Par contre, pour le reste, allez-y. Et évitez les discussions à 8. En fait, suivez votre instinct, avancez. De toute façon, si on se plante, on défera. Et parmi une des fonctions du manager, pour moi, il y a de ça aussi. C'est-à-dire... J'ai à la fois donné un cap, mais j'ai aussi détendu l'atmosphère, baissé le niveau de pression sur l'importance de prendre une décision. Il faut la prendre, mais en revanche, je ne pensais pas que le monde va s'écrouler si elle est mal prise, et donc on avance. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu es dans ce côté droit à l'erreur, qui est parfois prôné et pas vraiment vécu. On le dit, mais dès qu'il y a un truc qui est fait de travers, bim. C'est ça. Il faut que la personne se sente en se disant « Ok, j'y vais ». Comme je le sens, et en effet, tant que c'est pas une décision irréversible, j'y vais. Moi, je l'ai beaucoup vécu chez Alan, le droit à l'erreur, pour le coup. Donc, okay. Mais l'essentiel, c'est ça. Pour moi, c'est ce critère à la fois de réversibilité, et puis de le dire, en fait. Dès lors que, tu as bien expliqué, je vais prendre ta décision, voilà, sur lequel, en fait, on avance. Et puis, on a quand même eu la chance, ça a été pensé comme tel avec le temps, ce point hebdomadaire dont je te parlais tout à l'heure, c'est une sorte de filet de sécurité géant, en fait. Ah oui. Parce que on sait quelle décision a été prise, et puis si vraiment je vois quelque chose qui me semble complètement absurde ou aller dans le mauvais sens, je peux lever la main, même si ça vient pas de mon équipe. On est in fine tous actionnaires de Alan, on travaille tous pour le projet, et donc c'est aussi un moyen d'exercer une sorte de filet de sécurité. Et l'avantage de ce fil d'Ariane, c'est qu'il permet aux décideurs individuels d'avancer, eux, avec plus de levier et plus d'autonomie. J'ai 1000 questions qui me viennent en tête, mais on va avancer. Mais allez, je vais en prendre 3 là comme ça. La première, le conseil un peu pratique sur... tu parlais tout à l'heure de Slack. Moi, je vois beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec WhatsApp. Je dis toujours attention, c'est un vrai piège. Comment vous fonctionnez avec ça ? Un WhatsApp interdit complet. Moi, si j'ai un collaborateur qui m'écrit sur WhatsApp, c'est terminé. Enfin, c'est terminé au sens de je lui dis tout de suite. Il n'y a pas de groupe WhatsApp qui se crée.
J'aimerais te dire non, je sais qu'il y en a, et je sais que quand je l'attrape, je c'est pas un outil de management. Non, surtout pas. Et on communique beaucoup sur. C'est pas un outil. Vous n'avez pas à avoir ça en fait. D'accord. C'est un outil amical si vous avez fait des copains chez Alan, mais c'est tout. Je veux pas le groupe Web Sales, de WhatsApp, de l'équipe Ops, etc. Pas du tout. Et sur Slack, il y a l'usage de la notification. Peut-être le plus fort pour moi. C'est de dire aux gens pas de notif. Si j'entends un bruit dans l'open space de notification, et je dis mais en fait, si vous arrivez chez Alan et que vous avez un bruit de notification, votre voisin va vous le dire en fait. On va dire, coupe le bruit et coupe les notifications. De toute façon, on vous demande d'aller sur Slack 4-5 fois par jour. Mais coupe le bruit pour toi, pas parce que moi ça me dérange, coupe le bruit pour pas toi être dérangé. Exactement. Utilisez ces outils-là sont très puissants, mais utilisez-les en asynchrone. Et de toute façon, le deuxième message qu'on leur dit, c'est l'urgence. C'est la personne ou le téléphone. Exactement. L'urgence, c'est la tape sur l'épaule. Le reste, c'est 12 à 24 heures. Ce fameux dicton, la communication, c'est je peux te voir, je te vois, je ne peux pas te voir, je t'appelle, je ne peux pas t'appeler, je te mail. Okay. À la base, voilà comment on cascade les choses. Autre conseil un peu pratique, là, vous l'avez mis en place et pensé dès le départ, même si vous avez dû peut-être recadrer certaines choses. Imagine, là, on a quelqu'un qui nous écoute, qui est DRH et qui dit « Waouh, faut que je le fasse ». Pour autant, j'ai pas la maturité dans le domaine qu'a Alan. Quel serait le conseil ? Tu lui dirais, tiens, le premier truc par lequel il faudrait commencer, ce serait quoi ? La règle commune. C'est le... Je vais t'en donner deux. La règle commune, c'est-à-dire... En anglais, avec nos clients, on parle de SLA. C'est cette durée auquel on s'engage pour dire vous allez avoir une réponse de votre service client sous tel délai, vous allez être remboursé sous... Mais c'est pareil en fait. C'est quoi notre SLA commun ? Quand j'envoie un mail, je m'attends à une réponse sous combien de temps ? Et quelle est la procédure d'exception qui sera une procédure différenciée ? Et ça déjà, si tout le monde est aligné là-dessus, vous coupez l'obligation d'instantanéité. Donc ça, c'est hyper fort. Et ensuite, je pense que la deuxième chose, c'est bateau, hein, mais c'est vraiment faire vivre ces plages de pas de réunion, rien qu'aller. Et on essaie de tous se caler au même moment en disant le matinée de 9h 12h, de toute façon, et pas de réunion, c'est nos plages de focus, et on cale nos réunions l'après-midi. On synchronise nos agendas pour ça. Je pense que ça, c'est deux choses qui sont faisables, quels que soient les outils que tu utilises, et relativement, quelles que soient les organisations. Si je te dis que j'ai noté un syndrome là, qui est plus je suis en réunion, plus j'existe. Tu le vois ça ? Justement, chez Alan, je pense que vous essayez d'éviter ce genre de choses, mais c'est un truc que tu... Je l'ai vécu avant. Je ne suis pas certain que les personnes fassent ça pour exister. Je pense que c'est simplement, dans trop d'organisations, le seul moyen d'accéder à l'information. Ou alors d'être entendu. Nous, on a cette chance, on a pensé l'écrit comme étant la source d'accès à l'information, donc accessible à tout le monde, et comme façon de m'exprimer. Et j'ai accès au même niveau d'information que je sois au bureau ou à distance, que je sois sur le fuseau horaire canadien ou que sur le fuseau horaire français, que je sois en vacances ou en train de travailler, puisque de toute façon la semaine d'après je reviendrai et j'aurai accès à l'historique. Et ça change tout dans la dynamique, notamment sur l'importance de la réunion physique. Quand je sais qu'il faut que je sois là, parce que sinon je ne sais pas ce qui va se dire, et puis la décision va être prise, et il faut qu'au moins je puisse avoir sur la réunion de 2 heures 5 minutes pour exprimer mon point de vue, en fait, il faut que je participe. Donc, pour moi, c'est plutôt une question d'accès à l'information. Et je te dis ça en tant qu'expert du sujet, parce que dans la haute fonction publique, t'as très peu de levier individuel pour te distinguer. Là, il n'y a pas de levier de l'argent. Donc, en gros, l'information est la source de pouvoir, en fait. T'as accès ou t'as pas accès. Tu te souviens du bureau des légendes, hein, t'as droit d'en connaître ou pas. C'est pareil. Exactement. Exactement. Malotru. Est-ce que tu penses que votre activité, votre domaine d'activité qu'est la santé, fait que justement vous posez peut-être un peu plus de questions que d'autres sur le sujet ? Ou en tout cas, est-ce que ça vous a aidé pour aller sur ces sujets-là ? J'espère, et en même temps, j'essaie toujours de rester très humble parce que ça va quand même vite, parce que même chez Alan, j'ai des cas de burn-out, parce que c'est aussi des sujets et pro et perso. Donc, j'aimerais être un monde idéal, c'est absolument pas le cas. Mais c'est certain que j'ai des salariés qui nous attendent beaucoup plus là-dessus et que nous-mêmes, on est beaucoup plus exigeants là-dessus. Ne serait-ce que par cohérence du message aussi. Ok. On va parler de transparence, qui est l'autre sujet, qui est un peu le corollaire aussi de tout ça. Ce choix de la transparence, c'est quoi ? C'est
c'est un levier pour fidéliser, c'est aussi un levier de management. Oui, alors on va revenir sur l'historique. Et toute l'histoire boucle, j'espère juste ne pas trop me répéter, mais en même temps, un des conseils qu'on m'a donné en tant que DRH, c'est la répétition. En répétant les histoires qu'on arrive à ancrer. Il faut répéter, il faut ancrer. Exactement. Comme avec les sportifs. C'est l'ancrage. Exactement. Oui, exactement, l'ancrage. Donc là, on va répéter. C'est la transparence, c'est le moyen que nous avons trouvé pour vraiment donner à chacun les leviers dont je te parlais tout à l'heure. En fait, c'est un peu Janus, il y a deux faces d'une même pièce pour la culture, d'où vient la culture d'Alan, qui est ce qu'on appelle chez nous la responsabilité distribuée, c'est-à-dire cette capacité dont je vous parlais tout à l'heure à chaque problème, un décideur clairement identifié, ex ante, et c'est cette personne qui sera responsable de prendre la décision et de la conduire jusqu'au bout, et ça distribué dans toute l'organisation. Quel que soit son niveau. Quel que soit mon niveau. Alors, la complexité des décisions va être corrélée au niveau des personnes que je mets en face. Mais c'est fréquent que j'arrive dans une discussion et je partage un point de vue qui ne sera pas suivi par des gens de mon équipe qui vont être décisionnaires. Exactement. Mais c'est même d'ailleurs, enfin, là pour le coup, ça devient un levier managérial chez nous. C'est-à-dire d'être capable de se dire, je viens non pas te donner mon avis, mais je viens simplement te donner le point d'attention que tu n'as peut-être pas vu. Et le reste, vraiment, surtout, je te laisse. Et d'ailleurs, avec les nouveaux, je vais faire un effort de pédagogie supplémentaire en disant, attention, ici c'est un peu étonnant, mais je vais surtout pas te donner mon avis, je vais simplement te partager les angles que je vois qui me semblent un peu morts, et puis te partager une discussion un peu similaire qu'on a déjà vue, sur laquelle tu pourras t'inspirer, et puis t'inquiète pas, je suis là pour relire la conclusion, et si jamais la décision me va vraiment pas, je te le dirai. C'est puissant, ça. Mais ça, c'est pour moi la promesse principale d'Alan, en fait, et c'est ça qui fait qu'on arrive à recruter des entrepreneurs qui ont monté des boîtes, qui se disent, en fait, j'ai envie de voir ce que c'est à l'échelle supplémentaire. C'est ça qui fait le lien chez les personnes qui travaillent chez Alan. Mais si je veux pouvoir faire ça, si je veux pouvoir exercer la responsabilité distribuée, il faut que finalement je demande aux personnes de décider quasiment comme un CEO, un PDG le ferait. Ouais. Donc il faut qu'ils sachent la même chose. Il faut qu'ils sachent le niveau d'information. Il faut que je sache qu'est-ce qui stresse le conseil d'administration en ce moment, quelle est la stratégie, est-ce que l'équipe finance ou l'équipe légale est disponible en ce moment, et ça ne veut pas dire que j'ai besoin de savoir exactement la valo du deal qu'on est en train de regarder pour faire une fusion-acquisition. En revanche, dire on vous fait confiance, vous le dites pas, mais là-dessus on travaille sur un projet de fusion-acquisition dans tel secteur, pour tel montant, vous allez voir des choses passer, et c'est normal que l'équipe finance ne soit pas disponible pour les 2 prochains mois. Mais en fait, ça donne la lisibilité nécessaire pour que chacun puisse prendre la meilleure décision possible pour Alan. Et c'est là que vient la transparence. Je sais qu'on nous a souvent associé, parce que la transparence, elle est vraiment poussée à son maximum chez nous. On dit transparence radicale, parce que c'est une tautologie, moi je dis transparence, c'est transparent ou ça l'est pas. Dès lors que ça l'est pas, de toute façon, c'est terminé. Mais bon, on la pousse sur tous les sujets, même les sujets difficiles, comme non pas par espèce de fanatisme, en disant c'est à la mode, donc il faut qu'on pousse la transparence, mais vraiment comme levier très puissant de distribuer la décision. Et il y a aussi un enjeu de pédagogie, c'est-à-dire que la transparence, c'est aussi le moyen d'exposer chacun à des nouveaux sujets. Or, la société grandit vite, j'ai besoin d'avoir des personnes qui grandissent avec. Et donc, la transparence, c'est un outil formidable pour les former et leur permettre d'apprendre, en fait. Ça veut dire, ce que tu mets derrière la transparence, c'est les résultats, les enjeux, les problématiques spécifiques du moment. Et comment vous la mettez en action, cette transparence ? Alors, ce que je mets derrière la transparence, c'est le fait d'accéder à toutes les prises de décision de business, quel que soit le sujet. Dès qu'il y a une prise de décision qui concerne l'organisation, elle est accessible. Je sais pourquoi, je sais qui l'a prise, comment, et en fait... C'est un peu comme si j'avais accès au script de toutes les réunions qui se passaient en même temps dans la société. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, avec les réunions, les décisions. Donc là, chacun a accès à tout. Ok. À tout. Et moi, je concatène de manière hebdomadaire les décisions importantes pour leur dire voilà la décision importante. Si vous voulez creuser, comprendre d'où on vient, vous pouvez aller creuser ici. Le deuxième sujet, c'est... Parce que ça marche très bien quand tu es 40. Mais quand tu arrives à 700, le sujet, c'est que le volume de la production, il devient tel... que l'opacité devient organisée uniquement par le fait que, certes, l'info est accessible, mais tu sais pas où elle est. Et donc là, on a, nous, un double enjeu qui est de classifier, non pas en secret défense, très secret défense et accessible, mais classifier au sens de important,
moyennement important, et puis pour le coup, pour information, de façon à ce que on soit certain que les choses clés, tout le monde les lise, et elles soient mises en avant, et les autres, elles soient simplement accessibles, et on sache où les retrouver. Et on doit aussi, dans un deuxième temps, être beaucoup plus fort sur le contexte. Livrer des personnes qui n'ont pas forcément l'éducation, la formation au sujet, face à une information brute de décoffrage, ça peut être très angoissant. C'est-à-dire que les mois où on va te mettre, écoute, voilà le business plan, on est rouge sur la marge, rouge sur la croissance, et puis rouge là-dessus. Toi, tu viens d'arriver dans la boîte, tu dis, mais je suis encore en période d'essai. Je fais le bon choix. Exactement. Alors que nous, on sait qu'un chemin n'est pas linéaire. Moi, ça fait 9 ans que je vois ça. Il y a des mois qui sont formidables, des mois qui sont très mauvais. Et on apprend à construire cette résilience-là. Donc c'est le contexte qu'il faut... Et désormais, on contextualise beaucoup. On rajoute beaucoup plus de vidéos où notre CFO, elle va expliquer les chiffres, pourquoi. Moi, je vais intervenir sur la culture. Telle décision, c'est une décision difficile. On a pu se séparer de telle personne, on a pu transformer telle équipe. Pourquoi on a fait ça, d'où on vient. Donc vous vous séparez de quelqu'un, ça peut faire... On va aller l'expliquer, exactement. Et ça, c'est des choses qui sont... Et c'est beaucoup plus difficile à faire vivre que la caricature de transparence. Je me souviens que quand on a lancé Alan, je crois que pendant 2 ans, tu disais ma parole est rare, moi je trouve que je parle trop, mais j'étais beaucoup sollicité uniquement sur la transparence des salaires. Ça faisait rêver tout le monde en disant mais la transparence des salaires, mais dans la fonction publique, je la vivais. Tu vas sur Légifrance. En revanche, faire de la transparence sur la stratégie, sur est-ce qu'on ferme tel produit, des discussions qui nous ont marqués, ou sur voilà, on a tel produit, ça fait 18 mois qu'on travaille dessus, l'attraction n'est pas bonne, on va le fermer. Et on réfléchit à le fermer, prendre ces décisions-là publiquement, en appelant l'équipe. Alors ça nécessite beaucoup de pédagogie, on prend du temps avec eux en personne aussi, mais même si c'est une décision difficile, je pense que ça a créé une confiance de dingue dans toute l'organisation de se dire c'est pas ici que je prendrai un coup de poignard dans le dos en fait. Parce que je saurais ce qui est en train de se discuter, je comprendrais, je vois où ça vient. Et ça a été la même chose sur... J'ai des souvenirs d'avoir une personne dont on s'est séparé, qui a un poste important chez nous, parce que le comportement n'allait pas. C'est assez politique, et on l'a expliqué en fait à l'équipe ça. Et c'est vraiment des moments où là tout le monde se recule un peu et dit en fait je pense que dans aucune autre boîte on me l'aurait dit. Et donc non seulement j'apprends, et ça rassure beaucoup. Et ça crée de la confiance. Ça veut dire que donc pour toi, transparence égale plutôt confiance. Que un peu, ça peut créer de l'instabilité. Ça, vous le notez aussi sur votre turnover ou toutes ces choses-là. Les gens viennent le chercher. On sait que quand on recrute, les gens se demandent tout le temps qu'est-ce qui, dans la culture d'Alan, t'a attiré le plus, et en même temps, quel est, tu penses, le domaine sur lequel on devra le plus t'accompagner. Et la transparence radicale est ce qui ressort pour moi le plus, à la fois dans l'attraction et en même temps est-ce que je saurais le vivre, est-ce que je saurais moi-même être si clair, structuré, transparent dans ce que je fais. Est-ce que je saurais dire les choses? Est-ce que tu viens chercher des choses qui sont pas évidentes. Tu viens, même parfois, je l'explique ça au nouveau. Il y a des moments où vous allez combattre des choses qui sont ancrées chez vous depuis l'enfance. Je pense qu'on m'a élevé comme beaucoup avec nettoie devant ta porte avant de t'intéresser chez les autres. Ces dictons là qu'on nous a rabâchés. Et ça, tu l'as en permanence. Et te dire, mais non, en fait, je suis aussi actionnaire de cette société, et c'est pas parce que je suis pas dans l'équipe data que si je vois un problème, je suis pas capable de le dire, et ma responsabilité n'est pas aussi de le dire et de les aider à le résoudre. Et bien en fait, c'est un changement d'attitude par rapport à tout ce qu'on nous a ancré dans l'éducation, dans nos postes précédents, qui est pas évident à vivre. Et notre métier, c'est aussi de les accompagner là-dessus. Quand donc ça fait 2 fois que tu dis tous les salariés sont actionnaires. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, ça, c'est un signal fort aussi qu'on a eu de collectif, de se dire il y a deux spécificités dans la rémunération chez Alan. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de variable, et tous les salariés sont actionnaires à l'entrée, et ensuite chaque année on redistribue des actions, et en fait ça nous oblige à célébrer les succès collectifs en permanence, en fait, à les redonner du sens sur non pas mon action, elle s'inscrit et elle est optimisée pour mon indicateur lié à mon équipe à moi, mais sur le groupe. Et si je veux que les personnes se comportent, aillent être capables de changer d'un sujet à l'autre, aillent s'adapter, aillent tirer dans le sens du commun, en fait, j'ai pas d'autre choix que de mettre un reward commun, et ça, pour nous, c'est l'actionnariat salarié. Il y a Lucas aussi qui avait pas mal de choses assez similaires. J'avais reçu Charles à l'époque. Voilà. Donc oui, là aussi, vous, dans le process de recrutement, il y a le côté système de grand oral ou des choses comme ça, où le process de recrutement, il est...
Alors, on n'a pas le grand oral. Je sais ce que c'est que le grand oral. Ouais. Le processus de recrutement chez nous, somme toute, je pense, assez classique sur les tours. Je pense que ce qui nous démarque le plus et ce qui fait le sel du processus de recrutement chez nous, d'une part, il y a une partie à l'écrit, parce que c'est une nécessité chez nous de savoir voir est-ce que la personne sait de manière efficace, synthétique et structurée passer quelques messages clés. Il y a la dernière étape qui est une étape sur laquelle on prend du temps pour passer une journée avec nous dans les bureaux, qui est une étape qui est à la fois de l'investissement pour les candidats, mais aussi pour nous. Observation. Est-ce que je me projette, c'est ça ? Est-ce que je me projette ? Comment je travaille in vivo ? Est-ce que j'ai envie de cet environnement de travail-là ? Parce que ce dont je te parle, c'est la théorie de l'écrit, mais il faut aussi sentir ce que ça veut dire. Ça veut dire des locaux qui sont avec des zones très conviviales sur lesquelles, en fait, en général, les gens ne vont même pas parler de boulot, puisque de toute façon, je ne peux pas prendre une décision business à table, il faudra que je la réécrive. Et des zones qui sont quasiment des librairies, des bibliothèques. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs, j'ai des renvois de Bibliothèque Sainte-Geneviève quand je travaillais chez Alan, où c'est très silencieux. Il y a des gens qui ne tirent pas du tout d'énergie de ça. Donc j'ai besoin qu'ils le sentent. Il reste 3 minutes, parce que tu es timé et que je veux respecter ton engagement. Donc on va aller sur les 3 questions de conclusion. Ouais. Merci déjà pour tout ce que tu nous as donné, Paul, dans cet épisode. Première question, le ou les conseils que tu donnes à une personne qui bosse dans les RH ou qui a envie d'y travailler, c'est quoi ? Je déteste donner des questions, donc je me sens toujours très jeune RH. Donner des conseils. Je vais te partager des erreurs plutôt, comme ça marchera. Je pense que j'ai mis longtemps à me rendre compte que il y avait des réflexes qu'on pouvait avoir de mauvais trébuchets, au sens vraiment de la petite balance de pharmacien, pour prendre des décisions, notamment la justice. On a peur de dire oh là là, sa décision elle va être injuste, notamment le particularisme en disant telle équipe, elle n'est pas du tout pareille. Et la réalité, c'est que je pense que les gens attendent de nous de décider vite avec des règles très claires. C'est tout. Pas se prendre la tête sur... Plus ça va être lisible et plus ça tombe rapidement, moins ça crée des organisations. Ensuite, les gens sont capables de tout comprendre. Là. Beaucoup. Ouais. Oui, mais je pense j'ai appris à avoir moins peur de ça. C'est très angoissant au début, parce que les RH et peut-être le marketing, c'est les 2 seules fonctions sur lesquelles non seulement vous êtes à portée de baffe de vos utilisateurs, mais en plus de ça, ce qui m'a choqué dans ce métier, c'est que je revois Aimé Jacquet en 98, 60 millions de sélectionneurs. Muse ton jeu. Et en fait, tout le monde sait comment il ferait mieux ton métier que toi. Ouais. Et ça, c'est très dur. Et le marketing, c'est pareil. Parce que tout le monde a un avis. Et tout le monde est client et tout le monde a un avis. Moi, j'achèterais pas à cause de ça. Exactement. Mais ok, il n'y a pas que toi. Donc ça c'est vraiment des choses qui me sont venues au quotidien. Et donc, un des leviers que je vois, c'est ça. C'est cette clarté, cette rapidité de décision. Et puis après, pour le coup, un conseil qu'on m'a donné et que j'essaie d'appliquer, y compris dans cette société où, pour le coup, on parle beaucoup d'écrit, ça reste quand même un job très, très dynamique. C'est un job de terrain. Il faut bouger. Les jours où je bouge pas, où je rencontre pas, il y a un problème. Et j'aimais bien ce que tu as dit tout à l'heure, là, avoir quelqu'un qui te renvoie la balle. Oui. Sinon, tu es enfermé dans ton truc. Et en plus, tu es DRH, tu te dis ce que je vais faire, ça va faire couler la boîte. Non, attends, va sur le terrain, va vivre un peu ce qui s'y passe. Et puis, ça t'aère le cerveau aussi. Mais là-dessus, je trouve que c'est un job beaucoup plus facile quand on a passé une certaine taille, parce que tu as des sparring partners. Ah oui. Et puis après, j'ai un luxe pour en parler avec d'autres DRH de la tech, notamment, qui n'ont pas le même luxe que j'ai. C'est d'avoir un PDG et 2 cofondateurs qui non seulement croient beaucoup à l'importance de la culture et l'importance de la maintenir, mais ne m'ont jamais mis dans une quelconque situation de devoir prendre des décisions pour certains, mais pas pour d'autres. D'accord. Oui, et ça te donne une colonne vertébrale qui est très, très différente. Oui, ça, c'est vrai que ça aide. Toi qui aimes lire, j'ai lu que tu aimais lire beaucoup, un petit conseil lecture, là ? Un petit conseil lecture ? Qu'est-ce que je viens de lire ? J'ai lu une bio de Churchill par François Carsaudy. Sympa. Très sympa. Okay. Très, très sympa à la fois parce que ça m'a rappelé... ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup détendu. Dans le sens où Churchill était une tanche en stratégie. Mais vraiment. Et en fait... Comme quoi ? Et en fait, son secret, c'était juste de lancer plein de choses. Puis se mêler de tout. Et puis, de temps en temps, ça marchait. Et à force, quand tu lances 10 actions en parallèle, il y en a une qui marche. Ouais, c'est un peu ce que fait Trump, j'ai l'impression, à lancer plein de trucs partout. J'espère que ça finira mieux que ça. Ouais, exactement. Ok, une personne que tu peux me recommander là, pour un prochain épisode ? T'as un nom en tête ? RH ou pas RH ?
enfin, en tout cas, qui gravitent dans le monde des RH, mais si c'est management, si c'est... Allez, je t'en mets 2. Mais tu me donneras un nom à recruter en échange. Hein. Ouais, si je fais ton boulot, tu fais mon boulot. Allez, dans les RH, Marion Mélèze, des RH d'Inditex. Okay. Parce que j'adore ces parcours de l'interne. Elle vient de la vente, elle vient des magasins. Ouais. Monter pur produit Inditex. Et je trouve que ça fait des DRH tellement ancrés dans leur métier, dans la réalité des équipes, que je trouve ça bluffant. Et deuxième nom, des académiques, en fait. Moi, ça m'a beaucoup aidé non seulement d'aller parler à des DRH des gros groupes, mais d'aller voir des gens qui font de l'académique. Géraldine Galindo, par exemple, qui est prof à l'ESCP, Denis Moneuse. C'est des gens qui travaillent sur un peu les... Je vais peut-être être dur dans la manière dont je parle du métier aujourd'hui, mais ma lecture, à force de discuter avec des DRH plus expérimentés, c'est qu'il y a eu toute une génération de DRH formés... j'ai fait du DRH à l'université, où j'ai fait de la socio, je suis devenu DRH. Puis, la nouvelle mode, ça a été de dire non, il faut des business partners, des gens qui comprennent les chiffres, etc. Donc on fait venir des DRH du métier, des matheux, et qu'en fait, peut-être qu'il manquait une certaine chose au premier, mais je pense qu'il manque aussi une bonne partie au deuxième. Entre les deux. Exactement. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup appris sur la sociologie des organisations, par exemple, avec ces gens-là. Okay. Et donc, je trouve ça intéressant aussi de lire des papiers. Et leur demande à chaque fois que j'interagis avec eux, c'est quoi les sujets, les papiers que tu as lus récemment qui pourraient m'apprendre. M'inspirer. Ok. Ouais. Paul, merci beaucoup. Merci Flaubert. Aller rechercher ton fils, c'est bien ça le plus important. Merci. Et puis à bientôt. Merci pour tout ce que tu as donné. À bientôt. Au revoir. Au revoir Flaubert.